pas que je termine trop tard. Bonjour Bertrand. Écoute, je suis très content de t'accueillir à cette émission d'Espace Marx, Parole de salariés. Et donc, écoute, tu vas te présenter en gros. Tu vas nous présenter le laboratoire et l'université dans laquelle tu travailles. Et puis, tu vas nous parler un petit peu de ton travail et des enjeux qui traversent ton outil de travail, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche, et en particulier l'université de Bordeaux. Puis tu nous parleras aussi un petit peu de tes engagements, des raisons pour lesquelles tu as été amené finalement à t'organiser syndicalement, voire à trouver aussi des prolongements dans le champ politique. Mais c'est toi qui nous diras un petit peu comment tu vis les choses. Voilà, je te donne la parole. À toi, Bertrand. Ok Dominique, merci. Je compte sur ta bienveillance hein, parce que c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. Donc j'espère que tu arriveras à me faire dire des choses intéressantes pour les gens qui vont nous écouter. Du coup, moi je suis donc Bertrand Lubac. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Alors dans les enseignants-chercheurs, il y a deux corps, hein. Il y a les maîtres de conférences et les professeurs des universités. Donc moi je suis maître de conférences. Voilà, donc je suis à l'Université de Bordeaux depuis 2010. Pour ceux qui ne connaissent pas l'université de Bordeaux, par contre, pardon, c'est 6000 personnels hein, quand même, donc à peu près 3000 BIATS. Donc les BIATS, ce sont les personnels bibliothécaires, ingénieurs, techniciens, voilà, et puis 3000 enseignants-chercheurs. Et dans toute cette population, on a à peu près 60% de titulaires et 40% de contractuels. Euh, donc moi, je suis rattaché à un laboratoire de recherche. C'est le laboratoire EPOC. EPOC pour environnement et paléo-environnement océanique et continentaux. Donc moi, je travaille dans les domaines des sciences de l'environnement. Et donc du coup, je suis océanographe de formation. Océanographe, donc je travaille essentiellement sur la zone côtière. Et au niveau de l'enseignement, je suis rattaché à l'UF STE, Sciences de la Terre et Environnement. Donc quand on est enseignant-chercheur, en fait, on a généralement 50% de notre mission qui est dédiée à l'enseignement et 50% de notre mission qui est dédiée à la recherche. Voilà, donc je suis depuis 2010 donc à l'Université de Bordeaux, dans mon laboratoire et dans mon UF. Et on en rediscutera tout à l'heure, mais c'est vrai que pour nous, enseignants-chercheurs, la mobilité est très difficile. Et, euh, et ça, c'est assez dommage. Voilà, quand on monte en expérience et en âge, des fois, on aimerait avoir des opportunités dans d'autres universités et c'est assez compliqué. Mais bon, ça reste un très beau métier et puis où on s'épanouit quand les conditions le permettent, les conditions matérielles. Voilà, je sais pas, peut-être tu veux que je travaille, je parle un peu plus de de qui je suis en termes de métier. Donc j'ai dit que j'étais Oui, mais en termes océanographe. de métier, puis les champs de connaissances que tu investis pour donner à connaître aussi ce qu'on Voilà, fait à l'université. ouais, ouais. Donc bon, après moi c'est très spécifique, hein. De toute façon, les enseignants chercheurs aujourd'hui, on est très spécialisés. Donc moi, mon thème de recherche, c'est ce qu'on appelle la physique du littoral. Donc je suis plutôt de bagage physicien. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de la mécanique des fluides. Et puis en thèse, je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle la couleur de l'océan. Donc c'est le traitement du signal enregistré par des capteurs satellites. Donc ces capteurs vont observer l'océan, vont enregistrer en fait sa lumière, hein, donc un rayonnement électromagnétique. Et aujourd'hui, on est en capacité donc à partir de ce rayonnement, de retrouver des propriétés optiques de l'eau et à travers ces propriétés optiques de l'eau, retrouver en fait des paramètres biologiques, des paramètres géologiques comme la concentration en chlorophylle, la matière en suspension et tout ça. Donc voilà, donc tous ces paramètres jouent sur l'activité biologique, sur plein de processus qui sont importants à comprendre. Donc voilà, donc moi j'utilise l'imagerie satellite pour observer l'océan et fournir des variables qui seront utiles dans différents domaines, que ce soit la biologie marine, l'hydrodynamique sédimentaire, donc etc. Peut-être juste signaler quand même, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, par exemple, dans les modèles climatiques, type les travaux du GIEC, hein, euh, 50% des variables, 50% des données donc importantes pour pouvoir faire travailler nos modèles et avoir des prévisions les plus justes possibles proviennent de l'imagerie de satellite. Donc aujourd'hui, en fait, le satellite produit la majorité des données utiles pour faire fonctionner nos modèles. Donc voilà, c'est pour montrer quand même l'importance, l'enjeu.
Un exemple, si on prend par exemple l'océan, le phytoplancton, les algues, donc le phytoplancton, c'est 50% de la biomasse terrestre. Et donc, si on n'avait pas le satellite, eh ben, on pourrait difficilement le quantifier. Les océans sont tellement vastes. Donc voilà, donc le satellite nous permet de pouvoir observer le Pacifique, l'Atlantique, et de pouvoir donc permettre d'avoir des estimations de biomasse marine. Et donc toute cette information, ben, on va les rentrer dans nos modèles climatiques. Et à qui Voilà un tu petit peu. transmets ces connaissances? Alors voilà, donc moi, donc enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche, donc il y a de la valorisation scientifique via des publications, via des rapports, et puis après on est enseignant, donc on essaye via notamment nos enseignements dans les masters de à la fois de transmettre, mais aussi de former nos étudiants à la recherche, et donc plus tard peut-être via leur thèse d'aller même plus loin que ce que nous aujourd'hui on sait voilà, en termes d'état de l'art, de la science. Donc voilà, donc une transmission à la fois à nos étudiants, et puis après le travail classique de recherche, où on valorise via des conférences, via des séminaires, euh, via des travaux et des articles, hein, voilà. Alors moi, Vous je suis avez pas impliqué. Ouais, aujourd'hui, moi, je suis très peu impliqué dans la vulgarisation scientifique. Donc j'ai beaucoup de collègues hein, qui travaillent enfin qui sont impliqués sur ces tâches, c'est-à-dire qu'ils vont voir le grand public, via des lycéens, des collèges, qui participent, comment dire, à des conférences, des débats grand public, qui font des reportages. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu décalé par rapport à cette activité. Simplement, on en reparlera parce qu'on peut pas tout faire et que moi, je suis très impliqué syndicalement. Et donc, voilà, donc il y a des choix. Et donc, moi, c'est un choix, effectivement, aujourd'hui que j'ai fait pour le moment de mettre ce côté-là, cet aspect-là de côté, quoi. Mais a priori, comme ça, vu de l'extérieur, l'université, vous êtes dans une espèce de tour d'ivoire, vous avez la belle vie, vous avez des beaux salaires, vous avez des conditions de travail extraordinaires, vous avez plein de congés. Qu'est-ce que c'est qui a pu t'amener comme ça à t'engager syndicalement, puisque tu es actuellement secrétaire du syndicat CGT de l'Université de Bordeaux? Ah oui, alors effectivement, du coup, c'est vrai que je me suis présenté, voilà, je suis enseignant-chercheur, mais effectivement, tu l'as dit. Donc, je suis le secrétaire général du syndicat CGT FERCSUB de l'Université de Bordeaux. Euh, Cet engagement et avec la confiance des camarades m'ont permis d'être élu aussi au conseil d'administration. Je suis aussi impliqué dans la vie de l'établissement via les instances de dialogue social et je suis élu dans les formations spécialisées. D'ailleurs, les formations spécialisées, moi, c'est quelque chose qui m'anime réellement, intérieurement. Je trouve ça absolument, c'est un champ que je ne connaissais pas. Donc, les formations spécialisées traitent de tout ce qui est santé, sécurité au travail. Et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis parti dans l'action syndicale? Et ben effectivement, on peut croire que c'est une tour d'ivoire, sauf que on l'a dit au départ, hein, l'Université de Bordeaux aujourd'hui c'est 40%, je crois que même c'est 44% de contractuels. Et dans ces contractuels, on a une grosse majorité de CDD, donc de contrats à durée déterminée, et souvent avec des payes qui sont pas mirobolantes. Donc en fait, on a beaucoup de gens qui sont précarisés, qui vivent hélas des conditions de travail de plus en plus dégradées, parce qu'en fait, on a une politique de rigueur depuis plusieurs années. Donc voilà, donc on sent autour de nous beaucoup de malaise. Les enseignants-chercheurs, je pense que c'est encore un très beau métier. Parfois, quand je suis un peu désespéré de la situation politique, je me dis que je vais tout plaquer et puis je vais faire que de la recherche. Euh, donc voilà, ça reste un très très beau métier, très valorisant. Quand on fait des belles conférences, qu'on est invité à l'international, voilà, c'est super. On peut avoir des beaux prix, on peut avoir plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance parce que être valorisé, tu vois, j'étais en train de réfléchir à ça tout à l'heure avant cette émission. Bah moi là, dans ma petite équipe de recherche, j'ai plusieurs personnes qui travaillent, genre je les questionne régulièrement, 50 heures, 60 heures par semaine. Et ça, c'est du régulier. Est-ce que c'est la société qu'on souhaite? Est-ce que moi, c'est la société que je souhaite? Moi, dans mes premières années, 2010, 2011, 2012, hein, de recrutement, j'avais une compagne, j'avais pas d'enfant, je travaillais tous les week-ends. Donc j'étais sur le même rythme, hein, j'étais sur des rythmes de 60 heures de travail par semaine. Puis après, j'ai eu les enfants. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que c'est encore tenable? Euh, les tensions familiales qui apparaissent, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite? Et en fait, cet engagement dans le métier, en fait, on voit très bien il arrive vite à des limites. Donc moi, voilà, à un moment, je me suis dit, bah non, stop. J'accepte parfois de faire des semaines à 50 heures,
Mais voilà, je vais me limiter quand même la majorité du temps à faire des semaines à 40 heures. Parce que associativement, je suis présent aussi. Je suis aussi président d'une AMAP sur mon territoire. Euh, J'avais des activités politiques parce que je considère que c'est important. Pour l'instant, elles sont en suspens, vu mes activités syndicales. Et puis voilà, je suis impliqué dans dans des associations sportives et bien sûr la vie privée que je considère pour moi est fondamentale, l'équilibre privé. Voilà. Donc c'est une tour d'ivoire à condition effectivement de mettre de l'énergie dans son travail, 60 heures, 50 heures. Et puis pour les gens qui disent bah non, on va essayer de faire un équilibre vie familiale, vie professionnelle, ben, on s'aperçoit que ces gens-là rapidement se trouvent face à un mur. Voilà, des collègues qui comprennent pas trop, une recherche qui avance pas aussi vite que prévu. Euh, on a beaucoup aussi de, excuse-moi, je parle beaucoup, il faudrait que je te laisse passer poser des questions, mais euh, voilà, ce qu'on n'a pas mentionné aussi, une tour d'ivoire, mais qui évolue beaucoup. Hein, on a comment dire, des restructurations, des transformations de nos métiers qui sont imposées. On se rappelle par exemple, de la LPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, que toutes les organisations syndicales, mais aussi les sociétés savantes, grosso modo, toute la population, la communauté scientifique rejetait, donc à 90%, mais qui a été imposée. Euh, des cas récents, par exemple aussi avec les réformes de l'INSPE, l'Institut national des sciences du professorat, où on a un comité très largement qui est opposé et une réforme qui allait s'imposer s'il n'y avait pas eu justement comment dire, la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée, et donc qui a pour le moment a suspendu. Mais voilà, donc on vit aussi dans un contexte extrêmement mouvant, où en fait on n'a quasiment pas de prise sur les transformations de nos métiers. Et donc ça crée aussi beaucoup de malaise. Donc voilà, donc on a beaucoup de collègues qui, malgré le fait que ce soit un beau métier, aujourd'hui sont dans des situations difficiles. Et donc voilà, moi je trouve que c'est pas acceptable. Donc on va se battre collectivement pour, euh, pour aider ces personnes et puis pour transformer notre métier. Tu peux nous parler un petit peu, comment dire, bon, c'est vrai que l'université a beaucoup évolué, a beaucoup changé dans les dernières années. Euh, comment la communauté universitaire, comment on arrive à la faire bouger? Est-ce qu'on arrive à la faire bouger? Je sais que c'est compliqué, puisque je t'ai précédé dans la responsabilité syndicale à l'Université de Bordeaux, mais par exemple, comment toi tu vis cette nouveauté, entre guillemets, qui n'a pas toujours existé, du dialogue social non institutionnel, c'est-à-dire le fait que les organisations syndicales soient euh, informées de tous les projets de transformation structurelle de l'établissement. Comment vous réussissez, comment on réussit à s'en emparer et en faire un objet de lutte et un objet éventuellement de conquête sociale quand c'est possible. Est-ce que tu as des Bon, souvenirs, des expériences? moi je suis un jeune syndicaliste, hein. En fait, j'ai repris effectivement bah, ton flambeau parce que voilà, je voulais pas que l'action syndicale CGT périclite, puisque bon, je suis secrétaire du syndicat CGT, qui a une enfin, excuse-moi, je perds mon vocabulaire, mais dont l'identité par rapport aux autres syndicats est très spécifique. Hein. Moi, ce que j'aime dans la CGT, effectivement, c'est que nous, on va syndiquer aussi bien justement des personnels BIAT, c'est-à-dire donc des catégories C, B et A, techniciennes, ingénieurs, bibliothécaires, etc. Et des enseignants chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous fonctionnaires et les problématiques qu'on vit, en fait, on les vit tous. Et c'est vrai que dans d'autres syndicats, il y a parfois, alors je veux pas non plus trop critiquer, mais il y a parfois un clivage et des communautés qui ne se parlent pas forcément de façon facile, évidente. Donc ça, moi déjà, c'était une identité que j'aime bien. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas laisser tomber voir que personne ne puisse prendre ta responsabilité. Voilà, je voulais maintenir ce flambeau d'une CGT forte à l'Université de Bordeaux et je crois que pour l'instant, alors on n'y arrive pas encore très très bien, mais on voit qu'il y a une dynamique qui réapparaît. Donc je suis plutôt assez content de ça. Puis surtout, je remercie les camarades de s'investir. Euh, donc voilà notre identité. On est extrêmement attaché nous aussi donc à tous les personnels. Donc nous effectivement on défend des titulaires de la titularisation maximum, mais on a de plus en plus de contractuels, donc on défend aussi nos contractuels. Et du coup pour répondre à ta question, bah
voilà, moi, il va falloir que je me forme encore et toujours. De toute façon, c'est une obligation de se former en permanence pour devenir un meilleur syndicaliste et donc répondre plus pertinemment. Mais bon, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que pour essayer de faire bouger nos collègues, hein, c'est de parler en fait de leurs conditions de travail, quoi. Donc le grand événement sur lequel moi je suis plutôt fier, ce qu'on a fait récemment, c'est il y a à peu près 2 ans, c'était une grève en fait, une grève qu'on avait fait à l'université de Bordeaux sur la condition justement des contractuels et de leur rémunération. Si on revient justement à ta question de la Tour d'Ivoire, la Tour d'Ivoire, peut-être pour certains professeurs, et encore, j'ai envie de dire, parce que voilà, on pourrait dire que leur salaire est plutôt pas mal, mais par rapport à la qualification, par rapport au privé, ce sont quand même des rémunérations qui sont extrêmement faibles. Et quand on n'est pas enseignant-chercheur, voilà, quand on est BIAT, quand on est catégorie C, quand on est catégorie B, on a des salaires qui sont absolument pas décents et qui ne permettent pas de vivre. Donc typiquement, nous, on est à Bordeaux, donc qui permettent pas de vivre à Bordeaux. Voilà, donc venir parler de bah, pourquoi on a des salaires aussi bas alors qu'on fait un travail qui est d'utilité publique, d'intérêt général. Pourquoi on a des salaires aussi bas alors qu'on est aussi qualifié. Voilà, pourquoi on vit aussi mal notre métier. Bah, je pense que ça permet de faire bouger les gens. Et puis oui, cette petite grève, ben, elle a porté ses fruits ça a permis de faire accélérer une discussion qu'on avait depuis des années sur bah, la rémunération de nos contractuels. Donc je pense que ça, c'était une petite victoire, mais bon, écoute, on les prend quand elles sont présentes. Mais oui, mais de toute façon, ça, je pense, que c'est la ligne aussi de la CGT, hein, les repères revendicatifs et comment on associe effectivement bah, nos collègues par rapport à ces repères revendicatifs, bah, comment on arrive à les, à les remobiliser dans la lutte, ouais. Ouais. Donc, ouais. Alors, comment tu nous as parlé, mais je trouve que c'est important pour la jeunesse aujourd'hui, articuler vie professionnelle, vie personnelle et les divers engagements dans la société qu'on peut avoir, et donc syndicaux, politiques, citoyens, associatifs. Comment tu arrives à gérer tout ça et comment tu te donnes justement non pas des contraintes, mais tu essaies de te gagner des espaces de liberté ou des espaces d'autonomie plus importants qui te permettent de vivre tout ça correctement. Ouais, bah, je pense que ça va être un peu, ça va être un peu commun, enfin, je sais pas, aux gens qui s'engagent. Enfin, moi, à partir, enfin, je pense qu'il y a un travail, euh, il y a un travail en fait sur soi. Euh, Moi, par exemple, tu vois, pareil, à nouveau, avant de venir à cette réunion, je réfléchissais un peu un peu à mon parcours. Et donc, moi, j'ai fait une prépa après le bac. Et en fait, bon, ça fait longtemps que j'ai analysé pour moi, hein. Donc, ce que je dis, c'est pour moi, hein. Pour les autres, je m'engagerai pas. Mais pour moi, clairement, j'ai vécu cette période-là comme un apprentissage à la servitude, un apprentissage à pouvoir accepter des charges de travail qui sont juste démentielles sans broncher. Et donc, bah, moi, je suis arrivé je te dis, mes 2 premières années, je travaillais le week-end, je travaillais le soir, je travaillais tout le temps. Et puis à un moment, effectivement, tu vois que bah, au niveau vie privée, c'est pas top, il y a un impact. Ça, en fait, finalement, c'est ma ligne rouge, je pense. Moi, à partir du moment où je vois que au niveau de ma compagne et mes enfants, bah, ça tire un peu la langue, bah, pour moi, c'est une alerte et du coup, je me mets en recul sur tout le reste. Euh, mais c'est ce qui m'a permis de faire un travail sur moi-même et de me dire à un moment, bah non, travailler 60 heures ou 50 heures par semaine, c'est pas raisonnable. Mais au début, ça a été dur parce qu'effectivement, bon, bah, on a, comme tout syndicaliste, comment dire, c'est quoi le terme? C'est une sorte de la banalisation un petit peu, enfin, une discrimination un peu soft. Voilà. Ah tiens, Bertrand, salut. Au fait, t'es au boulot aujourd'hui? T'es pas chez toi? T'es pas au syndicat? Voilà, c'est le genre de petite critique sur le mode de l'humour qui, cumulés, effectivement, sont un peu difficiles à vivre. Mais une fois qu'on a appris à les accepter, puis une fois qu'on a appris aussi à répondre aux collègues, hein, euh, voilà, sur le mode de l'humour aussi, mais sans se laisser faire, eh ben, écoute, on passe à une autre étape. Et donc maintenant, j'assume pleinement le fait de travailler dans le cadre de mon statut. Et puis, je sais que je travaille honnêtement, bien. Euh, mais voilà, maintenant, je me garde du temps pour le syndicat, pour ma famille, puis pour l'association.
En fait, parce Quel- que du coup, excuse-moi, et après je te rends je te rends Vas-y, vas-y, la vas-y, parole, mais vas-y. parce que du coup, on en reviendra, mais là, on n'est pas dans n'importe quel métier, on est dans la fonction publique. Et donc, moi, je suis très attaché à l'esprit tel que Anicet Le Port l'avait conçu ou consolidé, à savoir qu'on est des citoyens dans notre travail, hein. On est des citoyens fonctionnaires. Et donc, cela, ça permet, ça oblige aussi, et ça nous oblige aussi à avoir un sens, un recul, un sens critique sur notre métier. Et comment avoir un sens critique quand on travaille comme de façon acharnée sur notre boulot. Donc avoir une réflexivité, la possibilité de voilà de regarder ce qu'on fait, c'est important. Donc voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, je pense. Oh, excuse-moi. Comment dire, comment tu vois le rôle de l'université, enfin de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme service public et quelle utilité sociale ça a pour toi, tout ça? Parce que c'est pas si évident quand on discute avec les gens autour de nous de bien mesurer l'utilité qu'on peut avoir et comment souvent on a, même nous-mêmes, je dirais, dans notre propre profession, on a eu tendance à considérer le rapport à la société comme un simple rapport de formation des enseignants, euh, très peu de rapport avec les entreprises, très peu de rapport avec les autres services publics. Voilà, bien centré sur le cœur du métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut véritablement développer? Alors, il y en a plein hein, qui ont commencé à le faire, mais on voit bien qu'il y a des choses nouvelles auxquelles on est confronté, sans moyens nouveaux d'ailleurs au passage. Donc, mais qui nous empêchent d'ailleurs de déployer correctement ce qu'on aurait envie de faire dans tous ces domaines. Comment Bon toi tu bah vois les choses? oui, oui, bah en fait, moi je vais presque aller à l'opposé de ce que tu dis là, tu racontes, au sens où, non mais t'as raison, c'est-à-dire que de l'extérieur, effectivement, tour d'ivoire, hein, sauf que les gens peut-être le savent pas, mais et ça on nous le rappelle en permanence, notamment les présidents d'université, c'est que nos missions ont changé et dans nos missions maintenant on a rajouté depuis quelques années le terme innovation. Et tout ça en fait c'est pas anodin, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, et ben on a quasiment une exigence de faire de l'innovation, donc d'aller des débouchés et des applications directes. Euh, Sauf que la science, c'est un temps souvent long. Euh, Notre métier s'est beaucoup transformé. Alors moi, je suis assez jeune, hein, 2010, donc ça fait que j'ai à peine 15 ans d'ancienneté. Mais déjà, moi, j'ai pu observer effectivement que le peu qu'on avait en fait de fonds récurrents. Fonds récurrents, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on avait une dotation qui nous arrivait directement dans le laboratoire et qui nous permettait de pouvoir faire de la recherche. Donc là, par exemple, dans mon équipe, il y a quelques années, on avait 6 000, 7 000 euros pour faire de la recherche pour 10 personnes. Donc ça veut dire quand même c'est pas beaucoup, hein. Ça fait 600 euros en moyenne. Donc, c'est pas voilà, donc c'est pas énorme. Et puis le reste c'était des appels à projets. Aujourd'hui, avec justement le fait qu'on nous demande de tout payer, hein, les frais, les consommables, tout ça, on a donc mon chef d'équipe nous disait que voilà, je crois qu'on a même pas 2000 voire 1000 euros pour fonctionner à 6. Donc ça veut dire que maintenant, si on veut avoir de l'argent pour faire de la recherche, il faut qu'on passe par des appels à projets. Et les appels à projets, de plus en plus, il y a sont comment dire, pour pouvoir répondre et être éligible aux appels à projets, il faut on inclue de plus en plus de la société civile, du privé, etc. Donc voilà, donc on a quand même aujourd'hui de moins en moins les mains libres. Et en fait, ces appels à projets, c'est quoi la problématique? C'est qu'en fait, ce sont souvent des projets à durée déterminée, courte, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et comment là-dessus, on va installer du temps long? La recherche, c'est vraiment du temps long. Ce sont des petites briques voilà. Qu'est-ce que la recherche d'ailleurs par rapport à la science? Entre parenthèses. La science, c'est ce qui a été établi. Voilà, c'est l'état de l'art, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. La recherche, c'est aller plus loin. Ça veut dire aller sur des nouvelles hypothèses, les évaluer et les valider ou pas, et puis comme ça construire de la connaissance et de la science à nouveau. Donc cette recherche aujourd'hui, on voit dans le temps long, elle est extrêmement attaquée. Et moi, tu vois, par rapport à à ton propos, je pense qu'aujourd'hui, il faut justement qu'on revienne en arrière.
Ça veut dire qu'il faut diminuer les appels à projets. Il faut qu'on ait à nouveau de la subvention publique avec un fonds de roulement, un fonds pas de roulement, pardon, mais un fonds qui nous permette de faire de la recherche, voilà, sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a de l'argent qui arrive directement au niveau du laboratoire, qui est distribué et qui nous permet ben, voilà, de pouvoir acheter un ordinateur, de pouvoir proposer des stages de master 2, etc., de rénover du petit équipement, ce qu'on peut pas aujourd'hui, hein. Euh, et voilà, donc enfin, moi, je me sens réellement attaqué. Alors, ça, c'est pour la recherche, mais pour l'enseignement, c'est la même chose. Moi, par exemple, je suis responsable de TP. Sur ces TP-là, en fait, on a du matériel qui vaut très cher, hein. Moi, j'embarque du matériel. Alors, j'embarque parce que je suis océanographe et je le mets sur des bateaux. J'ai du matériel, voilà, des instruments à 30 000 euros, des instruments à 10 000 euros. Donc, sur certains TP, moi, j'ai comment dire, une enveloppe enfin, j'ai un matériel qui coûte autour de 70 000, 100 000 euros. Donc c'est pas anodin. Ce matériel-là, je l'ai acquis au tout début, effectivement, via notamment plus des appels à projets de recherche. Et bah là, il commence à décliner. Donc nous, on a essayé de répondre récemment à des appels à projets, sauf qu'on rentrait pas forcément dans les clous, parce qu'on était sur voilà sur du récurrent, on n'était pas sur du bling bling entre parenthèses, et donc on n'a pas eu ces sous, alors qu'on a monté quelque chose sérieusement. On a fait un vrai, on a fait une vraie réponse étayée. On a montré l'intérêt. L'intérêt, c'est parce qu'en fait derrière ça, on va former des étudiants et des étudiants internationaux qui vont permettre à notre établissement de rayonner entre parenthèses, qui va montrer, et puis ces étudiants-là qu'on va former français, parce qu'on forme aussi des étudiants internationaux, mais pour les étudiants français, ben, ils vont aller travailler dans nos PME, dans nos startups, etc. Nous, à chaque fois qu'on les place en stage, on a des gens qui sont extrêmement satisfaits de leur niveau. Donc voilà, on a une excellence, hein, réellement de nos formations. Sauf que, voilà, c'est pas comment dire, dans les mots-clés thématiques de nos universités, de la région même, tu vois. On va plutôt aller sur le numérique, on va aller sur la santé, on va aller sur des choses comme ça. Bah, quand on n'est pas dans les clous, on n'a pas l'argent. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont en train de, où on va avoir des difficultés à rénover, alors que voilà, ça forme des étudiants qui sont l'avenir de la France et dont on a besoin, voilà, donc voilà, excuse-moi, c'est un peu fouillé ce que je te dis. Ce que je voulais, ce que je voulais simplement dire, c'est que aujourd'hui, on est, je pense, justement trop ouvert, beaucoup trop ouvert sur sur l'industrie, sur l'innovation, et on est même plus on sera bientôt plus en mesure de faire de la recherche réellement. Moi, c'est comme ça que je le vis. Et on sera bientôt plus en mesure de faire de l'enseignement de haute qualité, sauf sur des aspects vraiment très, voilà, bling bling à nouveau, hein. C'est-à-dire, quand je dis bling bling, hein, il faut que je sois peut-être plus précis. Vous savez que la LPR, dans sa logique, c'était que on se concentre sur certains champs disciplinaires de recherche d'excellence, des marqueurs de la France. Voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles on va maintenir un effort fort, et puis le reste, en fait, bah, on va l'oublier. Les sciences humaines et sociales, voilà. L'environnement chez nous à Bordeaux, c'est pas vraiment ce qui est le plus, voilà, le plus appuyé. Bon, bref, voilà. Donc c'est absolument terrible, hein, mais bon. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser, ah, mais là je t'interpelle, quoi, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser les choses et réfléchir évidemment à un rôle, enfin, moi je trouve que les missions qui sont imparties à l'université, le gros problème, c'est qu'on est passé de 3 missions fondamentales à 9 pour donner la dimension, hein, des évolutions qu'on a vécues là dans les 10 dernières années et que les moyens n'ont pas suivi, moyens financiers, moyens humains, et que comment dire, la démarche qui a été proposée, c'est une démarche visant à partir des moyens existants comment dire, à nous obliger à nous tourner vers l'extérieur, alors que de fait, on y était quand même déjà un peu habitué. Moi, enfin, là, je vais faire un peu l'ancien, mais je veux dire, dans le passé, chaque fois qu'on a été confronté à des transitions de ce type-là, notamment dans les années 80, euh, la communauté s'était totalement impliquée. Moi, je me souviens, il y a eu Hmm. des états généraux de la science et de Ouais. l'industrie, et c'était pas pour asservir l'université aux intérêts privés. C'était pour, évidemment, parce on a besoin aussi de se nourrir. Enfin, la, 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 la science, la connaissance, elle se nourrit aussi
de la société, de son mouvement, notamment dans les sciences humaines et dans les sciences physiques aussi. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on n'est pas confronté à une logique qui nous broie d'une certaine manière et qui, d'une part, nous empêche de faire les missions fondamentales premières qu'on avait et qui doivent évidemment être revalorisées parce qu'elles ne le sont pas, et en même temps prendre l'offensive, être plus offensif, nous, en tant que communauté, pour justement répondre aux défis du 21e siècle. Je vais prendre un exemple sur les qualifications. Euh, Aujourd'hui, moi, je pense qu'on a besoin de faire une espèce d'alternance, et pas l'alternance au sens où le patronat veut le développer, hein, où les derniers gouvernements Macron l'ont fait, mais faire en sorte que on puisse revenir à l'université pour enrichir sa qualification des nouveaux résultats de la science, à condition qu'on puisse évidemment travailler pour construire ces fameuses briques que tu as évoquées au début. Enfin, je suis un peu long, mais Non, c'est mais pour aussi t'interpeller, si tu non, mais veux. tu as raison. En fait, mon discours, Non, 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 mais je présente mes excuses auprès des auditeurs. J'ai une petite pas du fatigue parce que tout. ça fait depuis 6 heures que je suis levé. Et c'est vrai que j'avais une posture peut-être trop défensive et pas assez offensive comme tu la présentes. Le constat, effectivement, c'est que, alors, j'ai pas mes fiches statistiques, hein, je suis navré, j'ai pas le temps de bien les préparer. Mais ce qui est sûr, ça c'est documenté, c'est qu'on a un nombre d'étudiants qui a augmenté et qui continue encore d'augmenter sensiblement. Et on a un nombre d'enseignants-chercheurs qui a diminué. Un taux d'encadrement qui a très, très, très nettement diminué. Et donc, effectivement, comme tu le dis, on a un taux d'encadrement qui diminue, mais on a des missions qui ont explosé. Tu as raison de le préciser qu'on est passé de 3 missions à 9 missions. On a une mission de formation, de recherche, on a une mission d'innovation, et puis là, je viens de reprendre ma petite checklist. On a une mission de construction de l'espace européen, de la recherche d'enseignement supérieur. On a une mission de sensibilisation à la formation aux enjeux de transition climatique, etc., etc. Donc on nous demande d'être sur différentes scènes et tout ça avec des effectifs qui diminuent, mais avec des étudiants qui augmentent. Donc c'est simplement en fait effectivement impossible. Donc le constat effectivement c'est qu'aujourd'hui moi j'étais sur une position défensive en expliquant effectivement toute la difficulté de faire réellement notre métier. Mais si on est dans une démarche offensive, à un moment, c'est de demander aux décideurs publics et à nos politiques, effectivement, eh ben, si vous voulez effectivement qu'on mette en œuvre toutes ces missions, bah, il va falloir vraiment nous donner des moyens humains. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste impossible. Un seul exemple qui me tient moi à cœur, c'est la transition. Transition environnementale. Moi, je suis élu à la CNU, donc c'est le Conseil national des universités, section 37. Donc tout ce qui a trait justement aux enveloppes superficielles, océan, atmosphère, euh, euh, biosphère, etc. Donc en fait, la plupart pas tous, hein, mais une partie de la communauté des gens qui travaillent sur le climat sont dans cette section. Et ils sont également dans la section 36 et dans d'autres sections, mais la section 37, il y a, voilà, il y a beaucoup de personnes, hein, des atmosphériciens, des océanographes qui travaillent dans cette section. On a une section en fait qui a effectif depuis plusieurs années, qui a des effectifs qui sont restés quasiment constants. Or, aujourd'hui, on nous demande, et par la loi, de travailler sur les enjeux de transition. Encore faut-il bien diagnostiquer, ce qui est fait à peu près, les problématiques environnementales, etc., sociétales. Et donc, on nous a demandé de pouvoir mettre ça en place dans nos universités. Mais comment ça se passe concrètement? Concrètement, on nous demande de faire donc d'ouvrir des UE, des unités d'enseignement en transition, mais à moyens constants. Et donc, on va venir sacrifier des UE d'enseignement disciplinaire sur la biologie, sur la chimie, sur l'océanographie peut-être, enfin bref, sur la mathématique, sur tout ce que vous voulez, au profit de ces UE. C'est pas normal. Ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est qu'on augmente notre offre de formation, on augmente nos moyens, et effectivement qu'on puisse additionner les UE existantes à ces nouvelles UE de transition. Donc là, c'est un exemple tellement caricatural de ce qui se passe. On nous demande de mettre en œuvre des choses, sauf que comme c'est un moyen constant, eh ben, il faut qu'on vienne casser du fondamental à côté. Voilà. Donc effectivement, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est on montre en fait tous ces dysfonctionnements et puis voilà qu'on demande des moyens. Alors effectivement, les libéraux, la droite, l'extrême droite, tous pareil, un peu dans le même panier là, aujourd'hui. On le voit avec la dérive hein, de Macron et du gouvernement nous rétorquent à chaque fois des moyens supplémentaires. Bah oui, des moyens supplémentaires et des moyens mis là où il faut qu'ils soient mis. Voilà, donc nous on réclame des moyens et on sera en capacité de leur demander, de leur dire où il faut les mettre pour qu'ils soient efficaces et enfin voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si. voilà. Comment, Explosion des... comment,
Oui, non, 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 Vas-y. tu réponds complètement et avec tes mots, à toi. Donc, et c'est très bien comme ça. À partir de ton expérience professionnelle, c'est ça qui est le plus important. Comment vous affrontez les mois qui viennent? Là, on est en pleine construction budgétaire parce que le gouvernement est en train de construire son budget, mais dans les universités, on est en train de préparer le budget 2025, le programme, le plan de gestion des emplois. Comment ça fonctionne? Comment vous affrontez là un petit peu les échéances à venir? Puisque avec 600 millions de moyens supprimés qui sont annoncés, hein, clairement dans la lettre de cadrage budgétaire du nouveau Premier ministre, c'est, préparé d'ailleurs par l'ancien Premier ministre, hein, au passage. Comment vous affrontez cette situation et comment vous pensez, je dirais, créer les conditions pour obliger ce gouvernement éventuellement à bouger de position ou tout au moins à sensibiliser la population pour que ces questions, ces enjeux deviennent aussi leurs enjeux partagés. Euh, C'est une question assez terrible. Bon, nous, ouais, la CGT, bon, j'ai envie de partir sur les enjeux de la double besogne. Parce qu'en fait, si on fait le constat effectivement qu'on va déjà dans une situation qui est extrêmement difficile, hein, l'Université de Bordeaux, c'est son deuxième exercice déficitaire. Ce qui est quelque chose d'absolument, il y a 5 ans, qui était inimaginable. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, vous me pardonnerez, mais grosso modo, l'année dernière, c'était 10 universités qui étaient en déficit. Peut-être cette année, je sais plus, c'est autour des 30 ou des 20. J'ai plus les chiffres exacts, je suis navré, hein. Mais voilà, ça augmente et je crois que l'année à venir, on prévoit encore plus d'universités qui seront en déficit. Donc, on est en train de voir que c'est pas une université, c'est en fait, c'est systémique. Voilà. Donc, effectivement, si là, tu me demandes une question qui est super difficile. Donc, si on s'enferme dans le moment actuel, à part effectivement, comment dire, baisser la tête et puis supporter ces mauvaises conditions. Oui, parce qu'on peut essayer de lutter, mais on voit qu'on a parfois du mal à, voilà, à dynamiser. Voilà, on peut être pris par le désespoir. Donc je reviens sur la notion de double besogne parce que justement c'est celle qui nous permet de nous sauver. Au sens où oui, notre lutte aujourd'hui c'est de d'améliorer au quotidien les conditions de travail. Mais il faut avoir absolument en nous la question de et la vision historique qui est la seule, je pense, aujourd'hui à pouvoir nous permettre de relever la tête et de garder confiance. On sait que l'histoire a été traversée par des hauts débats. Aujourd'hui, on a un moment extrêmement difficile. Ces 600 milliards, ça va nous affecter énormément. Alors peut-être pas pour nous les titulaires et puis des catégories assez protégées comme les enseignants-chercheurs, bien que je pense que ça va impacter notre recherche et notre enseignement. Mais moi, je pense à tous nos contractuels, hein, qui subissent aujourd'hui la rigueur budgétaire, à tous les services qui sont déjà avec un turnover absolument affreux, hallucinant, et qui vont être encore, sans doute encore plus impactés. Donc, je pense que ça va être une situation extrêmement difficile. Donc, je pense que nous, il faut que qu'on prenne à bras le corps, en fait, bah, oui, il faut qu'on s'assume encore et encore plus comme militant syndicaliste. Et puis, voilà, il va falloir qu'on assume pleinement et qu'on remette en euh, excuse-moi, je me perds un peu dans mon propos, mais ce que je voulais dire, qu'on refasse vivre aussi, en fait, tous nos acquis. Moi, je le vois pour moi, hein, parce que, en fait, moi, je suis arrivé assez récemment sur la scène du syndicalisme, et en fait, j'avais oublié certains droits qu'on avait. Et je pense que quand je dis ça, je suis pas le seul. Beaucoup de collègues ont oublié les droits qu'on avait. Euh, et donc, il faut qu'on Droits qui absolument sont que des conquis sociaux, voilà, souvent, la voilà plupart des du conquis temps. sociaux et qu'il faut qu'on fasse revivre. Un exemple hyper qui va, je pense, intéresser les copains qui écoutent peut-être cette émission. Ah, pour moi, un exemple fondamental, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'UNEF, tous les étudiants qui ont essayé, et honneur à eux, d'accord, qui ont essayé de parler du sujet de la Palestine en sortant des polémiques à deux balles de l'extrême droite et de la droite réactionnaire, qui voulaient nous cantonner dans l'antisémitisme et dans d'autres choses affreuses, qui ne sont pas nos valeurs. Donc tous ces jeunes qui voulaient faire de la politique pour essayer de voilà de participer au débat des idées et qu'on a effectivement cherché ou sur lesquels on a exercé une répression affreuse et on avait oublié pour beaucoup que dans le code de l'éducation, eh ben, il y avait un article qui justement dit que les usagers ont le droit d'informer et de s'exprimer
sur la politique et sur les voilà sur la politique. Et donc ça c'est un droit et voilà c'est quelque chose qui que je pense beaucoup de décideurs, mais même de collègues avaient oublié, mais qui existe. Et donc voilà il faut se réapproprier nos droits. Un autre exemple, si sur un article toujours du Code de l'éducation qui explicite très clairement que les universités sont indépendantes du pouvoir politique. Entendez bien ça, c'est marqué. C'est l'article L 141. Les universités sont indépendantes du pouvoir politique. Donc, quand on a des politiciens, à nouveau, de droite, d'extrême droite, qui viennent faire leur guerre aux wokistes, qui viennent faire leur guerre à l'islamo-gauchiste, eh ben, nous, on n'a pas à répondre à cela. Au contraire, on a à être ferme sur nos valeurs de république, de républicaine, démocratique et laïque. Et on n'a pas à être intimidé par ces personnes. Voilà, donc à nouveau, on a ce droit et il ne faut pas l'oublier. Et si je te dis ça, c'est aussi dans mon activité syndicale. En fait, nous, ben voilà, comment redynamiser nos collègues? Eh ben, c'est faire vivre les heures d'information syndicale. On doit aller les voir. C'est d'aller au porte-à-porte, c'est d'aller tracter, c'est d'aller faire, en fait, des choses que tout le monde faisait, tout le monde a fait et qui vont continuer à être faites, hein. Je pense que la, voilà. C'est le contact humain qui est un des, je pense, un des vecteurs principaux pour redynamiser les gens. Bon, c'est des banalités ce que je raconte, mais bon. C'est pas des banalités, parce que dans une période où justement le numérique a pris, je dirais, le dessus, y compris dans l'organisation des enseignements, hein, pendant la période du Covid, n'oublions pas qu'on sort d'une période où on a été privé du droit de se rencontrer. Alors certes, soi-disant, pour faire de la prévention, mais on nous a surtout appris à obéir à des lois. On a réintroduit comment on appelle ça? Le papier là, qu'il fallait signer tous les jours si tu voulais Ah oui. sortir une heure, etc. Ben, c'est terrible de point de vue de ce que cela représente comme atteinte, je dirais, à nos libertés. Et surtout, c'est un passé assez terrible auquel ça nous renvoie. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce de... Non, si c'est intéressant parce que en fait, qu'est-ce qui est arrivé après le Covid? Il est arrivé le télétravail, hein, qui est effectivement un droit intéressant à mettre en place, mais qui est aussi un danger potentiel. Pour ça, c'est pointé hein, sur les collectifs de travail. Donc il y a effectivement beaucoup de collègues qui se satisfont de ce télétravail. Il y en a d'autres, on sait pour qui c'est compliqué, parce que ça peut être aussi un petit bonheur. Parfois, quand les conditions de travail des collègues sont favorables, eh ben, de venir au travail, hein. Nous, on n'est pas contre le travail, c'est bien le contraire. On est pour le travail, mais dans des conditions qui respectent la santé et la sécurité des agents et qui permettent aussi de vivre dignement de son travail. Donc on est voilà. Mais on voit qu'aujourd'hui, comment le télétravail, bah, rien que sur les campus, ne nous aide pas forcément aussi à sensibiliser nos collègues. Parce que typiquement, quand on fait des opérations de tractage, quand on va faire des opérations de sensibilisation, parfois le campus, effectivement, il est un peu vide. Et venir toucher nos collègues, bah, eh ben, effectivement, c'est difficile. Alors peut-être aller sur des formulations un peu nouvelles, comme les webinaires, les choses comme ça. Mais moi, je continue à croire quand même beaucoup au contact humain. Donc voilà, mais je pense qu'il faut qu'on soit voilà, un couteau suisse et qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, quoi. Comment, bon, il y a un phénomène qui est devenu massif chez les usagers, chez les étudiants, c'est la précarité et le fait que plus de 50% d'entre eux sont salariés pour subvenir, je dirais, à leurs besoins Ouais. de vie. Est-ce que ça a un impact? Mm. Je suppose que oui, mais est-ce que la communauté enseignante le ressent et comment elle réagit et comment elle essaye de modifier éventuellement ses pratiques pour, non pas s'adapter, encore que, mais pour répondre à ces nouveaux besoins de ces jeunes? Ok. Bon, je vais commencer à répondre à ta question. C'est presque un peu une excuse. En fait, aujourd'hui, dans tout ce qu'on a parlé, en fait, je pense qu'il faut quand même le dire, hein, nous, on fait des accompagnements de personnel quasiment pas quotidiennement, mais hebdomadairement. Voilà, toutes les semaines, on a des gens en souffrance qui viennent nous contacter pour qu'on les accompagne, pour qu'on les aide à résoudre leurs problèmes, soit de harcèlement, soit de conditions de travail dégradées, soit de comment dire, d'incohérence administrative qui est la faute de personne, mais comme voilà, on a des choses qui dysfonctionnent, bah voilà, il faut les épauler. On a des services RH qui sont sous l'eau, donc des fois on fait le rôle de RH, ce qui devrait pas être notre rôle. Donc voilà. Et il est vrai que, et ça c'est à mon grand désarroi, c'est que la question étudiante, aujourd'hui peut-être qu'on s'en saisit pas assez. Je vais dire syndicalement, au niveau de notre CGT d'établissement,
parce que je pense qu'on est déjà sous l'eau par rapport à tous les autres phénomènes. Ce que tu dis, on est tous conscients de ça. C'est un vrai problème. On voit les fils aux aides alimentaires qui explosent. On voit des jeunes qui dorment sur le campus. Euh, donc moi, l'action que j'ai décidé de mettre en place, enfin avec la CGT, avec les camarades, hein, pour l'instant, c'est déjà de permettre à nos actions étudiantes syndicales bah, de pouvoir en fait exercer leurs droits. Euh, de plus en plus, effectivement, bah, tu vois, on en a discuté déjà par le passé, mais voilà, on a des associations étudiantes contestataires, revendicatives, à qui, effectivement, bah, il y a une sorte de blocage qui est mis en place, des entraves, et qui peuvent pas en fait mener justement leurs actions d'aide et de soutien aux étudiants pleinement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, euh, moi, je suis prudent. Je suis prudent avec sur la question étudiante. Moi, au sens où euh, politiquement, syndicalement, il faut qu'on s'exprime sur cette question. Elle est fondamentale. On peut pas laisser faire ce qui se passe. Par contre, les étudiants, pour revendiquer, ils ont aussi leurs associations étudiantes, et je pense qu'il est bien que ce soit les étudiants aussi qui s'organisent entre eux pour faire remonter leurs revendications, et que ce soit pas nous, les salariés, qui venons leur donner des conseils. Moi, il y a un discours que je n'aime pas du tout. C'est le discours qui dit, grosso modo, attendons que les étudiants se soulèvent voilà, pour qu'il y ait un grand mouvement de protestation. Non, je pense que chacun a ses responsabilités. Nous, salariés de l'enseignement supérieur de la recherche, on doit aussi, comme tu l'as dit, mobiliser nos collègues. Et c'est si nous, on arrive à se mobiliser et qu'en plus les étudiants se mobilisent, peut-être qu'on arrivera à transformer l'essai. Mais déjà, occupons-nous voilà, de nos collègues pour qu'ils rentrent dans la bataille. Donc, excuse-moi, c'est un peu confus ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, à ma modeste mesure aujourd'hui, cette question, je sais qu'elle est essentielle, qu'elle est fondamentale. Et ce sur quoi aujourd'hui j'essaye d'aider, c'est que les organisations syndicales de jeunesse puissent s'organiser, que les entraves que l'université met volontairement ou involontairement à leur encontre soient levées le plus rapidement possible, et qu'ils puissent avoir tous les leviers justement pour que eux viennent défendre justement ces étudiants. Voilà. Parce qu'en fait, on le voit, il y a un contexte national hein, avec la dérive, alors c'est même plus une dérive autoritaire, hein, hélas, de notre gouvernement. On est, je pense, vraiment dans quelque chose de quasi post-démocratique. Alors, on pourrait peut-être discuter longuement de ce que ça veut dire, mais voilà, lorsqu'on a un président qui nie les résultats des élections législatives, lorsqu'on a un gouvernement mis en place comment dire, sous regard, comment dire, voilà, quel est le Sous terme? contrôle du Rassemblement national. Contrôle, voilà, merci, et merci du Rassemblement national. Voilà, on voit tous les dangers, et on voit, je pense, hélas, combien aujourd'hui les établissements ont peur à ce qu'il y ait un peu trop de contestations, de vagues sur leur campus. Pour moi, c'est pas acceptable. Il faut vraiment donner les moyens de nos étudiants de se mobiliser. Et donc, je pense que là, elle est là, mon action aujourd'hui. Voilà, donnons à nos étudiants les moyens de se mobiliser s'ils souhaitent se mobiliser. Et nous, à côté, on va mobiliser nos collègues et idéalement, voilà, faire en sorte que lorsqu'il y aura des mouvements de mobilisation, eh ben, à la fois les personnels et les étudiants puissent aller se mobiliser ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il fallait, mais voilà. Moi, je suis quand même un peu triste. En fait, en réellement, si j'avais du temps et justement, peut-être, enfin, si j'avais plus de temps, c'est clair que j'irais participer à ce qui se met en place. Voilà, les distributions alimentaires. J'essaierai d'aller voir justement mes collègues de pas excuse-moi, individuellement, ce que je fais déjà, par exemple, en tant qu'ancien chercheur, c'est vrai que moi, à chaque fois, je pose la question à mes étudiants, voilà, avez-vous des difficultés? Donc, j'essaye à ma modeste mesure, pour mes étudiants, de savoir où ils en sont comment dire, dans leur vie, dans leurs difficultés. Je connais un peu l'université, donc des fois, je les conseille pour aller voir l'espace santé étudiant. Je leur envoie vers leur VP, leur vice-président étudiant. Voilà, j'essaye de les aider. Mais j'espère que cette action, elle est faite par tous mes collègues. Je suppose qu'elle est faite et je pense qu'elle est faite. Mais voilà, et c'est vrai que si on pouvait agir syndicalement pour s'assurer que tout ça soit bien fait, ça serait top. Mais ouais.
Bien, ça fait 1 heure qu'on échange, tu vois, déjà. On voit pas le temps passer. Ah ouais, Et 19h19. ouais, non, non, c'est super. Et est-ce que tu as envie d'attirer notre attention sur 2 ou 3 questions? Ou est-ce que on peut imaginer qu'on se donne rendez-vous dans 1 an ou, bon, pour faire le point? Je suis un peu fatigué ce soir. Je pense que à tête reposée, je serai en capacité de pouvoir voilà, essayer de vous faire attirer, enfin voilà, vous permettre plusieurs. Non, bon, non, ouais, plus tard. Voilà, plus tard. Je, je pense Quelques qu'on a beaucoup de travail à faire. Moi, mon enjeu principal aujourd'hui, en tant que secrétaire, voilà, général, c'est de. Nous, on va avoir un congrès dans 1 an, d'accord? Donc, moi, ce que je souhaite ici aujourd'hui, c'est de maintenir une dynamique. On est à peu près 120 militants, ce qui est à la fois peu, à la fois beaucoup. Donc, je souhaite effectivement qu'on ait une belle dynamique qui se crée, qui se renforce, qu'on soit présent un peu partout, parce que comme tu l'as dit, les enjeux sont massifs, hein. Ils sont énormes, hein. Euh, donc voilà, peut-être une revoyure effectivement dans 1 an, voir si on a réussi à sensibiliser nos collègues aux enjeux, si on a réussi à les faire se mobiliser, parce que effectivement aujourd'hui, euh, essayer de freiner ce qui va se mettre en place, hein, ce que Barnier a proposé, voilà, ça va être quelque chose d'important. Mais tu vois, déjà, rien qu'en disant ça, je me pose, voilà, je suis pas satisfait parce qu'une fois de plus, je suis dans la défensive et je suis pas dans l'offensif. Mais pour passer à l'offensive, 2 mots de plus. Comment tu vois le rôle de la CGT dans le nouveau Front populaire? Puisque la CGT a appelé aux législatives, elle a pris position clairement en appelant à voter pour le nouveau Front populaire, mais elle l'a pas fait n'importe comment. Elle l'a fait sur la base de la défense des revendications, des repères revendicatifs qu'elle porte évidemment depuis des années. Donc, comment tu vois, toi, le rôle que peut jouer la CGT dans cette situation politique effectivement, qui est en construction, hein. Je veux dire, moi, je me plais à rappeler que en 34, lorsqu'on passe du Front unique au Front populaire, on a mis 2 ans pour construire le Front populaire et pour accéder au pouvoir. Voilà, donc on a Bon, l'expérience c'est qu'on une vient de vivre question, depuis 2 mois. ouais. En fait, c'est marrant parce que enfin, c'est pas que c'est marrant, mais c'est un débat qui traverse quand même la CGT. Mais je pense que, mais il y a quand même, je pense, une majorité hein, qui s'est positionnée sur cette question. Et moi, je suis fier aussi de cette particularité. Nous, on est indépendants, effectivement, des pouvoirs politiques, mais on n'est pas neutre. Et ça, c'est fondamental que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que on s'exprime et on a cette légitimité à s'exprimer à partir du moment, effectivement, où ça porte sur les conditions de travail. Donc nous, effectivement, on a appelé à voter le nouveau Front populaire. Moi, je l'ai fait. Parce que effectivement, le programme hein, du nouveau Front populaire aurait permis de répondre à une partie de nos revendications. Mais effectivement, on n'est pas neutre, mais on est indépendant. C'est-à-dire qu'effectivement, si le nouveau Front populaire avait été mis en place, euh, on aurait été aussi dans la rue pour pouvoir effectivement mettre une pression pour que leurs engagements soient tenus. Donc voilà. Donc et après, on a quand même vécu bon une situation particulière. On avait quand même ce fameux risque, enfin le risque du Rassemblement national. Et nous, pour l'action syndicale, hein, le Rassemblement national, c'est la menace la plus grave. On rappelle quand même que dans l'histoire de France, lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir, sous Pétain, les syndicalistes ont été pourchassés, fusillés, interdits d'exercer leur mandat. Voilà, donc c'est pas un risque euh, qu'on ne connaît pas. On le connaît ce risque et on sait que voilà que ce qu'est l'extrême droite. Donc nous, on avait une obligation, je pense. Qui est lié en fait à notre identité historique, hein, de se positionner clairement contre l'extrême droite. Et comme l'a montré l'histoire aussi, on s'est positionné pour un programme qui portait en partie nos revendications. Tu rappelles effectivement 34-36. On pourrait rappeler aussi le programme du programme du pardon mince, un programme unique
de la Programme du gauche. CNR, oui. Voilà. Alors, il y avait la partie. T'as raison. Excuse-moi, tu vois, je vais trop vite en besogne. T'as l'après-guerre mondiale avec le programme du CNR où la CGT était extrêmement actif. Et puis après, on a eu 68 et le programme de la gauche. Excuse-moi, je perds mes mots ce soir, je suis fatigué. Le programme commun, t'inquiète Le pas. programme commun, merci Dominique, où à nouveau, nous, la CGT était derrière pour effectivement permettre une action unitaire à la fois politique et syndicale. Donc je veux dire que l'histoire de la CGT, elle est traversée par comment dire, cette question de l'implication, mais pas en termes de manque d'indépendance, mais plutôt, tu vois, en termes de favoriser un programme qui porte nos revendications. Donc voilà, donc c'est vrai que cette période, elle est difficile, mais elle est aussi potentiellement pleine d'espoir, mais à condition qu'on arrive à mobiliser nos collègues. Merci Dominique, tu vois, tu arrives à me redonner de sourire. C'est vrai que non, mais ce sont c'est des choses, tu vois, qui sont fondamentales. Garder effectivement, c'est ce que je disais en plus, le flambeau de l'histoire, c'est notre responsabilité. Euh, voilà. Donc tu as raison, une époque à la fois terrible mais pleine de possibilités et c'est à nous de la transformer en, en essayant de mobiliser nos collègues, oui. Mm. Très bien. Écoute, Bertrand, merci beaucoup pour ta contribution et je dirais aux luttes futures. On commence demain et puis on aura Bah, elle commence demain certainement avec le 1er plein octobre, d'autres effectivement, rendez-vous. une belle grève et une belle manifestation. Bon, on verra si elle est suivie ou pas, peu importe. En tout cas, nous, on va faire le travail. Et effectivement, c'est le début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc, effectivement, aux luttes à venir.